de réseaux d'ordinateurs connectés entre eux. Alors, bien souvent, on connaît les serveurs. Hein. Quand on utilise Facebook, Instagram et compagnie, bah, on se connecte sur un serveur central qui est, qui est ni plus ni moins qu'un gros ordi. Hein. C'est rien de plus. Hein. Donc, on peut, sur ces sites, enfin, sur ces serveurs, on peut avoir soit bah, les sites web, hein, les Instagram et compagnie, ou par exemple, les logiciels de messagerie ou d'autres applications. Souvent, on parle à tort, quand on parle d'Internet, du web. Le web, en fin de compte, c'est qu'une toute petite partie d'Internet. Après, comme je disais, il y a la messagerie, il y a des systèmes de messagerie instantanée et d'autres trucs comme du FTP. Enfin, je vous passe les détails, mais bon, vous serez amené à utiliser d'autres outils que ce qui passe par le navigateur web. En fin de compte, voilà, tout ce qui passe en dehors du navigateur web, ce n'est plus du web, mais c'est toujours de l'Internet. Donc, on a les serveurs, on a les routeurs. Donc, c'est ceux qui passent les plats. Ils servent simplement à transmettre les paquets, les différents colis qu'on envoie d'une machine vers une autre. La box Internet, qui est le dernier niveau de ce que vous avez à la maison, qui vous permet d'envoyer et de recevoir des données. Et il y a vos équipements. Donc, c'est cet ensemble Internet, c'est cet ensemble de choses, on va dire. Voilà. Et il peut y avoir parfois, souvent on cite l'exemple de personnes qui appellent le support de leur fournisseur d'accès Internet en disant mon Internet est cassé. C'est jamais son Internet, c'est l'Internet. Et quand c'est cassé, il y a plusieurs endroits où ça peut être cassé. Ça peut être cassé sur un de ces endroits-là. Ça peut être le PC, la box, les routeurs au-dessus qui interconnectent les réseaux ou le serveur final, Facebook ou compagnie. Ça arrive même à des gros sites comme Facebook, parfois d'avoir un blackout et ils ne sont pas joignables pendant un certain temps. Donc du coup, quand vous appelez votre support de fournisseur à Internet, bien souvent, on vous fait faire des petites manips pour que la personne voit à quel endroit c'est cassé. Donc, bah, on vous fait faire le test au niveau du PC, puis vérifier la box, puis au-dessus, et ainsi de suite, jusqu'à identifier d'où vient l'incident. Il faut savoir que nous sommes pistés. Alors, par un certain nombre de choses, dès qu'on fait une recherche sur un moteur de recherche, ces données-là sont transmises à un serveur, hein, fatalement, qui peut stocker un certain nombre de choses. Alors, il ne va pas savoir que c'est par exemple Stéphane qui a fait la recherche, mais on a un numéro unique quand on se connecte sur Internet qui est ce qu'on appelle l'IP. C'est une suite de chiffres. Donc, à partir d'une IP, on peut avoir une localisation, par exemple. C'est-à-dire que moi, mon IP, par exemple, on peut assez facilement savoir que je suis à Vinon, puisque mon nœud de raccordement, donc il y a une série d'IP qui correspond à ça, donc on sait que je suis à Vinon. C'est relativement, enfin, c'est assez trivial d'avoir des informations aussi basiques que ça. Dans les pages que nous visitons, bien souvent, il y a ce qu'on appelle les trackers. Hein. Vous avez vu avec le RGPD cette dernière année, on vous demande de plus en plus si vous acceptez ou si vous refusez tout. La dernière blague à la mode, c'est de dire si vous n'acceptez pas les cookies, vous payez l'abonnement, ce qui est strictement illégal. Hein. Je fais un petit aparté là-dessus. On doit pouvoir, et ça va arriver d'ici peu, hein, on doit pouvoir attaquer les éditeurs qui font ça. C'est pas une manière de faire. Le RGPD, c'est pas gratuit contre payant. Hein, bref. Alors, par les avis que nous laissons, hein, quand on fait un like ou compagnie, bah, fatalement, on laisse des traces de qui on est, ce qu'on pense, etc. Enfin, donc, ça permet d'être corrélé. Hein, c'est-à-dire que par rapport à votre surf, bah, les likes que vous allez laisser sur les images de petits chats, sur des avis politiques, sur des pratiques sexuelles, sur des choix religieux, enfin, tout ça, c'est notifié quelque part. Donc, si on fait le tour un petit peu des sites que vous visitez, on a la possibilité de faire une sorte de profil. Et au final, de pouvoir savoir, avec l'IP, savoir où vous habitez, avec votre nom dans Facebook, de savoir comment vous vous appelez, et puis avec vos likes, de savoir quels sont vos choix politiques et religieux, etc. Donc, toutes ces traces sont stockées. Alors, soit très rarement à un seul endroit, mais parfois à certains endroits, et qui peuvent être corrélés entre eux. C'est le fameux rôle des fameux cookies. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, les traceurs récupéreront des données, bah, ils vont avoir un numéro unique, c'est-à-dire que ça ne va pas être votre nom ou votre IP, ça va être un numéro, mais ce numéro, ça correspond à une personne derrière. Et ce numéro corrélé
un certain nombre de fois, on récupère des données agrégées de plusieurs sites, et à partir de ce moment-là, on peut faire une cartographie de qui vous êtes. Pas forcément avec votre nom, dans certains cas, mais la plupart du temps avec un certain nombre de données qui corrélées peuvent permettre quand même de savoir jusqu'au niveau d'un village qui vous êtes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une question Oui, par rapport à l'IP. Quand je fais une modification, par exemple, ça m'est arrivé de changer de numéro de compte sur Google, etc., sur mes comptes, ben, oui, il m'envoie un message en me disant qu'il y a eu une modification, mais et en fait, il me donne comme référence que ça vient de Paris, alors que c'est oui. moi qui l'ai fait. Est-ce que c'est normal? Moi, j'étais toujours étonnée. Non, ce n'est pas normal. Je cherche à savoir d'où ça peut venir. Euh, Normalement, en général, je ne crois pas dire de bêtises, encore que je peux. Il me semble qu'il vous donne l'IP en général de l'endroit où ça c'est d'où ça vient entre guillemets. Maintenant, ça dépend quel device vous utilisez. Je m'explique. Quand vous êtes branché sur la box, il est au plus près de ce qu'on appelle le nœud raccordement abonné. Mhm. Quand vous utilisez un téléphone mobile, étant donné que vous n'avez pas très rarement une IP attribuée à votre mobile, c'est une IP partagée. Donc, cette IP peut varier et peut être très bien localisée à Paris, par exemple. Mais Donc, avec voilà. l'ordinateur, l'ordinateur en utilisant D'accord. la En box. 4G ou avec la En, box? non, avec la box, avec la box. Avec la box. Tiens, c'est étonnant. Il faudrait regarder. Alors, pour être profilé, hein, bon, j'ai fait un petit teaser, comme on dit dans la diapositive précédente, pardon. Euh, il faut savoir que, et ça c'est quelque chose qu'on découvre ces dernières années, on n'avait pas vraiment notion de ça avant. Je donne un exemple. La plupart du temps, vous allez utiliser par exemple votre moteur de recherche Google et vous êtes, comment dirais-je, authentifié sur celui-ci. À partir du moment où vous êtes authentifié, c'est le système le plus simple pour faire du profilage et de vous proposer des résultats en fonction de ce qui définit être bon pour vous. Si par exemple, il vous a vu régulièrement aller faire vos emplettes sur le site Les Trois Redoutes, et qu'en l'occurrence, vous avez été intéressé à plusieurs reprises, comment dirais-je, d'acheter des chaussettes chez Les Trois Redoutes, eh ben, il va pouvoir vous proposer plutôt dans vos recherches des résultats autour des chaussettes, et voire peut-être même chez Les Trois Redoutes. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il va faire de la publicité ciblée. Plus il a d'informations vous concernant, plus il peut les corréler, hein, comme je disais, via une IP ou autre, plus il peut vous proposer des résultats orientés par rapport à vos recherches passées. C'est typiquement ce que font les sites comme Facebook, hein. Facebook, quand ils vous proposent de la pub, ils vous connaissent bien parce qu'ils connaissent à la fois votre IP, votre nom, votre prénom et votre nom de famille, hein. Je rappelle qu'on ne peut pas s'inscrire normalement sur Facebook en donnant un pseudo. Votre numéro de téléphone, la plupart du temps, s'il y a bien une donnée qui est unique, c'est votre numéro de téléphone. Au même titre que le numéro de sécurité sociale, hein. C'est un numéro unique. Donc avec cette corrélation, si sur plusieurs sites vous laissez votre numéro de téléphone, quand vous êtes connecté dessus, il peut agréger à votre compte un numéro de téléphone, un système d'information qui récupère ces données agrégées. Sur tel site, vous avez tel numéro de téléphone, sur tel site, vous avez le même numéro de téléphone, c'est la même personne. Donc à tel endroit, vous avez dit que vous aimez les chaussettes des Trois Redoutes, à tel endroit, vous avez dit que vous aimiez les bas de contention de chez tel fabricant. Il part du principe que, principalement en ce moment, vous êtes en train de chercher des bas de contention ou des chaussettes. Ça peut permettre de dire quoi? Il y a un journaliste qui s'appelle Jean-Marc Manac qui a mis en avant que Google peut être au courant avant tout le monde au sein de votre famille que vous avez un cancer, par exemple, ou que vous avez le VIH. C'est là que je veux en venir, hein. C'est pas rien. C'est-à-dire que vos données de recherche sont la plupart du temps stockées et elles peuvent être corrélées. Voilà, donc on peut faire du profilage en fonction de ça. Et donc elles peuvent être vendues. Là, je fais un aparté très rapide. C'est exactement la même chose avec les cartes de fidélité dans vos magasins. Vous, vous donnez votre carte de fidélité à chaque fois que vous faites des achats.
ne croyez pas que ces données restent chez Caniveau, Carouf ou quel que soit le fabricant. Elles sont bien souvent utilisées, corrélées avec d'autres enseignes du groupe, voire même revendues. Parce que ces données ont une valeur marchande. Parce que vous êtes avant tout un consommateur. Et en fonction de vos habitudes d'achat, on peut faire, enfin, en, en faire découler un certain nombre de publicités ciblées, d'opérations de marketing, toutes sortes de choses. Donc c'est pas, enfin, il n'y a jamais rien de, il y a jamais rien d'offert, ce qui nous amène à ça. Sur Internet, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Pensez toujours à ça. Bien souvent, quand il y a une relation de gratuité, il peut y avoir le fait que derrière, sans que vous le sachiez, il y a une partie en échange. Vous avez cédé quelque chose qui peut être monnayé. En l'occurrence, là, il s'agit de data, de données. Navigation privée. Alors ça, c'est un truc qui est apparu ces dernières années sur vos navigateurs. Si vous allez sur les préférences, suivant que vous utilisez Chrome, Firefox et autres, en général, c'est tout en haut à droite. Vous avez 3 petites lignes, je crois, ou 4 petites lignes. La plupart du temps, je crois que sur la plupart des navigateurs, c'est comme ça. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre un sous-menu. Et là, vous avez navigation privée. Si vous basculez sous ce mode-là, c'est un mode qui, par défaut, le navigateur va bloquer un certain nombre de traces qui peuvent être laissées. Donc, il ne va pas pister les pages visitées, la saisie dans vos formulaires, les différents mots de passe, la liste des téléchargements, les cookies, les fichiers temporaires que vous allez utiliser et laisser potentiellement sur le PC. Et c'est une protection donc contre le pistage. Donc, ce qui peut être intéressant sur certains surfs, quand vous ne voulez pas laisser trop de données, c'est de basculer sous ce mode-là. Vous réduisez donc les données qui sont potentiellement récupérables par la personne, le site qui est de l'autre côté. Hein. C'est facile à trouver, donc il existe de partout, le navigateur. Oui, que tu utilises quoi comme navigateur, toi? Principalement. Chrome, Chrome. oui. Chrome, si tu cliques tout en haut à droite de la fenêtre, alors je suis pas sous Chrome là, je peux pas. Est-ce que je l'ai là sur ce Alors oui, poste-là pour du coup je vais vérifier. répondre parce que moi je suis sous Chrome. Oui, 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 Rania, c'est très facile. ça Les 3 existe. petits boutons en haut à Oui. droite, 3 Mhm. petits boutons et directement tu fais une nouvelle fenêtre de navigation privée et ça y est, t'y es. Et donc, du coup, tout ce que j'avais avant va disparaître aussi, c'est Oui, ça? c'est en fait tout ce que tu avais avant reste les dans deux. tout ce que tu avais avant, mais là c'est une fenêtre de navigation privée qui te piste pas. Et effectivement, c'est D'accord. très intéressant. Son environnement est un peu noir, comme ça te fait, tu sais que tu es en nouvelle navigation Ok. privée. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Et tu bascules vraiment, hein, c'est juste un onglet de Mm. plus, donc tu gardes quand même les données de ta navigation normale. Donc tu peux Ok. faire par exemple des copier-coller entre les deux. Enfin, voilà. C'est un truc à tester. Dans certains cas de figure, ça peut être intéressant. Il existe aussi, alors sur un certain nombre de navigateurs modernes, hein, quasiment tous à ma connaissance, il y a ce qu'on appelle un système de modules ou de plugins. Suivant les produits, le nom change. Donc, c'est des fonctionnalités supplémentaires qu'on peut aller chercher sur le net, hein, depuis le navigateur, pour ajouter des fonctionnalités sur le navigateur. Parmi celles-ci, il y a des choses assez intéressantes qui sont les bloqueurs de publicité et les trackers. Par exemple, n'importe quelle de mes machines, la première chose quand j'utilise un navigateur, quand je l'ouvre pour la première fois, je vais télécharger deux plugins qui sont uBlock Origin et Privacy Badger. Pardon. Ces deux logiciels, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bloquer les publicités. Donc la plupart des publicités sur la plupart des sites que je visite n'existent pas pour moi, Mm. même s'ils arrivent à le contourner parfois, mais globalement ça enlève beaucoup de pollution. L'autre corollaire intéressant, c'est que ça accélère la vitesse de surf. Parce qu'il y a la taille de mes pages est d'autant réduite parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'ils ne téléchargent pas. Et l'autre truc, c'est le bloqueur de tracker. Donc le bloqueur de tracker, un tracker en gros, c'est certains sites envoient des données liées à votre surf à des sites tiers.
Et ces sites tiers corrèlent à différents endroits. Et c'est ce que je vous disais précédemment. Avec un même tracker, si vous avez le même tracker sur 2 sites que vous visitez, il reçoit des informations de 2 sites vous concernant. Donc après, il peut, en les corrélant, faire du profilage. Même si vous ne racontez pas la même chose sur ces 2 sites. Mais lui est au courant que c'est la même personne au bout. Donc ça a des impacts. Le dernier outil qui était utilisé pendant très longtemps, c'est HTTPS Everywhere, qui est moins utilisé maintenant parce que la plupart des navigateurs ont intégré de base cette notion. Vous avez 2 modes. Quand vous regardez sur l'URL, la barre d'adresse en haut, la plupart du temps, quand vous allez sur un site, vous avez 2 modes. Soit il y a marqué HTTP, soit il y a marqué HTTPS, et la plupart du temps, vous avez un petit cadenas. Le fait d'avoir ce petit cadenas et d'être en mode HTTPS, ça veut dire que comment dirais-je, l'échange entre le site et vous est sécurisé, il est chiffré. Une personne de l'extérieur ne peut pas voir ce qui est échangé avec le site. En l'occurrence, dans la mesure du possible, la plupart du temps, on privilégiera cette méthode-là. Fait que les données ne sortent pas de ce canal de communication. Le petit cadenas, après, alors il se présente de différentes façons suivant les navigateurs. Historiquement, il était vert ou pas vert. Maintenant, c'est plus trop le cas. Par contre, vous pouvez avoir le petit cadenas avec un petit message de warning, un petit panneau danger, je crois, on dit. Dans ce cas-là, allez voir dans les notions. Parfois, c'est simplement que certaines images sont juste pas chiffrées. Voilà, ou que le certificat n'est pas valide. Parce qu'on peut. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau de sécurité parce que ça risque d'être pénible, mais il faut savoir qu'on peut très bien avoir un certificat qui n'est pas à jour ou qui n'est pas celui du site. C'est-à-dire qu'un site se fait passer comme étant tel site, le site Toto, alors que derrière, c'est pas Toto, c'est Tata. On a comment dirais-je, déporté votre surf vers un site qui n'est pas celui que vous voulez consulter. Ça, c'est. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est ce qu'on appelle les DNS menteurs. Vous entendrez parfois parler de ça. Il y a 10 ans, avec les printemps arabes en Tunisie, c'est ce qu'utilisait comment dirais-je, le régime de Ben Ali. C'est-à-dire que les opposants, pensant se connecter sur Facebook, n'étaient pas sur Facebook, c'est-à-dire qu'ils déportaient tout le trafic vers un site d'État qui les écoutait pour pouvoir les emprisonner. Les gens disaient, faisaient leur travail d'opposant en pensant être sur Facebook alors qu'ils n'étaient pas sur Facebook. On est en France, dans un pays démocratique, on est moins exposé à cela, mais dans certains cas, ça peut arriver à la marge d'avoir ce genre de cas de figure. Donc, le petit cadenas, pensez à regarder s'il y a un truc étrange, un warning et autres, pensez à aller voir dedans pour quelle raison. Ça permet de savoir un petit peu. Donc, alors, moteur de recherche. Bien souvent, alors je pense qu'en France, on est toujours, il n'y a pas très longtemps, on était à plus de 80% d'utilisation de Google. C'est, je pense, toujours un peu le cas. Il faut savoir que, bien sûr, Google est omnipotent, qu'il vous trace. Ça, bien sûr, c'est un petit peu logique puisque c'est son business plan, hein. C'est son mode de financement depuis la création, la publicité et le profiling, enfin le profilage. Sachez que, c'est encore une fois, c'est corrélé, hein. Vous faites vos recherches sur Google et puis vous avez un Androphone, un téléphone Android. Vous êtes connecté sur votre téléphone Android. Dès que vous l'allumez, vous avez les services Google qui tournent en fond. Donc, vous utilisez votre compte Google. Donc, tout ça, c'est corrélé. Si demain, vous voulez changer de moteur de recherche parce que vous ne voulez pas que Google puisse corréler tout ça, vous avez un certain nombre d'alternatives qui existent, qui s'appuient plus ou moins sur le moteur Google, puisque Google, lui, il y a soit le site, soit ce qu'on appelle une API. Donc en gros, ça permet à des sites tiers d'utiliser le moteur de recherche sans se connecter directement à Google. C'est ce que font un certain nombre de ces projets. Donc DuckDuckGo, historiquement, c'est un des plus connus pour préserver, comment dirais-je, votre vie privée en ligne. C'est-à-dire qu'il ne revend et il ne corrèle pas de données. Il s'y engage et il fait en sorte de le suivre, puisque bon, si jamais il dérogeait à ces choses-là, du jour au lendemain, il n'y aurait plus personne, il serait plus suivi.
Le deuxième, c'est un petit projet qui est plus récent. Un petit projet. C'est un projet français, Cocorico. Donc, je vous invite à aller y faire un tour. C'est un moteur de données qui est plutôt bien foutu et qui agrège. Alors, un certain nombre de ces moteurs de recherche vont faire quoi? Ils vont se connecter au moteur de Google, au moteur de Bing, c'est le moteur de Microsoft, et à différents moteurs. Et quand vous faites une recherche, ils agrègent l'ensemble des retours des recherches faites sur ces moteurs-là. Et le dernier, c'est Cirx. Alors, c'est un truc un peu plus pour les geeks. Il est très bien. Il est très, très à cheval aussi sur le respect de la vie privée. Voilà. Bon, il est peut-être un petit peu plus rugueux d'approche, à tester. Le courriel. Alors, c'est quelque chose. Pardon, oui, Céline. Alors, pour le courriel, on l'utilise au quotidien, donc c'est important d'avoir aussi quelques petites, comment dirais-je, une petite cuisine à mettre en œuvre, notamment sur comment dirais-je, une pratique qui a pris beaucoup d'importance ces dernières années. Bonjour le chat, un nouveau participant, qui s'appelle le phishing. Donc le phishing ou en français hameçonnage. Donc parfois vous recevez un mail se présentant comme étant le site machin, patin, couffin, bien souvent des sites connus, donc, dont vous êtes peut-être cliente. Donc, on clique dessus en se disant, tiens, on m'envoie, en tant que client, on m'envoie un message. Et bien souvent, c'est pas un site de ce fameux fournisseur, mais c'est un message falsifié qui va chercher la plupart du temps à vous détourner de l'argent ou à vous pirater. C'est plus moins que ça. Donc, quelques petites choses à observer. Ces hameçonnages sont plus ou moins grossiers. Parfois, quand c'est bourré de fautes d'orthographe et autres, ça vous permet d'avoir une petite idée de la provenance. Parfois, c'est écrit tout, je veux dire, par exemple sur le, comment dirais-je, sur le sujet du message, tout en majuscule pour bien attirer votre attention. Ça peut aussi vous attirer l'œil et attirer votre curiosité en disant, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a plusieurs petites choses à vérifier. Première chose, si on ouvre le message, ne jamais cliquer sur un lien impunément. Surtout si derrière on vous demande de rentrer un login mot de passe, des informations bancaires, que sais-je. La plupart des sites de vos fournisseurs ne vont jamais vous demander de rentrer des données bancaires ou des données de compte directement via un mail. Jamais. Donc, première chose, si on vous le demande, vous êtes à peu près sûr que c'est un fake. Enfin, c'est un faux et donc c'est un hameçonnage. Donc, ne jamais donner ces données-là. Toujours, si on vous demande des données bancaires, on se connecte sur le site officiel, on donne ces données bancaires par le biais du site officiel, pas via un lien qui vous est envoyé via la messagerie. C'est en général une très mauvaise idée. Ne pas répondre au mail d'un inconnu, ça paraît logique, et toujours lire la source du message. Et ça compte aussi bien pour l'expéditeur du message que pour le lien dont je parlais dans le mail. Parfois, vous allez voir un truc qui va être dans le lien Internet. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on va prendre Dartif, le fameux fournisseur d'électroménager. Vous avez un lien, on a un problème avec votre compte, cliquez tout de suite sur ce lien pour vous mettre à niveau. Et vous avez dartif.grospirate.com. Vous lisez le début, vous dites ah c'est bon, c'est Dartif, vous cliquez dessus. Non, il se trouve que le domaine c'est grospirate.com. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pensez bien à toujours lire l'ensemble du message, enfin l'ensemble de que ce soit pour l'expéditeur ou pour le lien, pour voir. Ce qui est important, c'est toujours la fin du domaine. Le domaine, c'est tout ce qu'il y a juste avant le .com, .net ou autre chose. Voilà. C'est ça le vrai nom du site. Ce qu'il y a juste avant, c'est juste un sous-domaine. Moi, demain, je peux déposer le site, le domaine grospirate.com et faire des sous-domaines d'Artif, Carouf, les Trois Redoutes, que sais-je, et faire du phishing après dessus. C'est on ne peut plus simple, ça met à peu près 10 minutes à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'il y a plein de pirates en herbe qui profitent de la crédulité des gens et sur le fait en mettant le logo d'Artif dans le message, disant bon c'est bon, ça va passer. Donc soyez vigilantes vis-à-vis de cela.
Donc, lire la source du message, c'est lire le contenu et parfois, suivant le type de logiciel de courriel que vous avez la possibilité, quand vous allez dans le menu affichage, afficher la source du message. Afficher la source du message, ça va vous permettre d'afficher ce qu'on appelle les en-têtes de message. Ce que vous ne voyez pas dans le message, mais c'est toutes les informations techniques sur d'où ça provient et par quel serveur de courriel c'est passé. Ça peut aussi vous permettre de définir, si vous trouvez ça louche, pareil, l'expéditeur bien vérifier que c'est bien dartif.com qui vous l'envoie et pas dartif.grospirate.com. Ça vous paraît clair? Allô? Ouais, ça. Donc voilà, ça c'est important Attends, d'avoir un petit peu cette gymnastique d'esprit. Le point suivant, c'est la rubrique suivante.